toujours attaquer, ne jamais avouer ses torts et ne jamais avouer sa défaite. C'est les 3 directives que Roy Cohn a appris à Donald Trump et le film The Apprentice va vous montrer comment que l'élève a surpassé le maître au détriment des États-Unis. À la fin des années 70, Donald Trump, c'est un jeune qui travaille pour le compte de son père à son entreprise et il n'a pas vraiment une vie très trépidante. Et là, il est face au fait que l'entreprise de son père, qui faisait en sorte d'éviter de louer des appartements au noir, se retrouve en difficulté parce qu'ils sont... En fait, ils sont poursuivis par l'État. Et à ce moment-là, Trump se fait remarquer par Roy Cohn, qui est un avocat véreux, ou du moins qui a une très mauvaise réputation, mais celle au moins de gagner ses causes, ça, il l'a, mais souvent, il va prendre des superfuges ou du moins des manières de gagner qui n'étaient pas très morales. Et à ce moment-là, dans le film, on voit, l'association de ces 2 personnes-là, mais on voit surtout comment Roy Cohn, cet avocat-là, a eu de l'influence sur le jeune Trump, qui était au tout début un peu un gars pas vraiment paumé, là, mais il se cherchait. Puis lui, il avait un désir de faire de la construction, de construire des buildings, de construire des hôtels à New York, puis tout était... il n'était pas considéré, il n'était pas pris au sérieux. Alors, dans le film, au tout début, on va voir cette association-là parce que Cohn représente l'entreprise du père de Trump qui gagne finalement en cours. Et à ce moment-là, Trump va être un peu sous l'aile de Cohn, mais disons qu'ils vont... Cohn va lui enseigner des bases et les 3 mantras que j'ai dit tantôt. Ça va être l'essence même de comment il va développer Donald Trump. Et là, à ce moment-là, dans le film, on voit l'ascension de Trump qui va finalement entreprendre ses projets jusqu'à la construction de Trump Tower, que j'ai visité moi-même en 90. Je suis rentré là, puis j'étais comme... What the fuck is that? Mais je connaissais pas vraiment le personnage. Dans ce temps-là, c'était le wannabe américain qui faisait des affaires puis qui montait des trucs. Mais tu sais, moi, j'avais pas vraiment de connaissance de ça, mais c'était très opulent puis c'était quand même impressionnant. Mais par la suite, évidemment, Trump a viré bout pour faire de la politique. Et ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que, je vais en parler plus tard, c'est que toute l'influence, l'enseignement qu'il a donné ou l'exemple qu'il a donné, Trump va l'absorber, mais il va vraiment multiplier ça par 1000 parce que, évidemment, on sait maintenant comment les choses ont viré. Et le film est intéressant parce que c'est quand même le parcours d'un jeune Trump jusqu'au moment de la construction du Trump Tower, mais on voit quand même que l'entourage que Trump a commencé à avoir dans ces années-là, c'est l'entourage qui a fait en sorte qu'il a gagné son élection la première fois. Et des personnages comme Roger Stone, qui était un gars qui a travaillé pour les élections et pour le président Nixon, un personnage pas très clair, pas très net, et je vous invite à voir son documentaire qui s'appelle Get Me Roger Stone. C'est sur Netflix. En tout cas, moi, je l'avais écouté là. C'est excellent parce que tu vois vraiment que ce gars-là a fabriqué un peu la marque de commerce de Trump, le Make Great America Again. Ça vient de lui, là, t'sais. Et on voit aussi, dans le film, à un moment donné, on voit une apparition de Robert Murdoch, qui est le président de Fox TV, de Fox News. Donc, on voit dans le film un peu l'entourage qui commence à grenouiller autour de Trump, mais c'est pas un film axé sur les motivations politiques de Trump. C'est plus sur la transformation de l'individu. Et c'est là que le film
touche bien sa cible. Si ça avait été un biopic linéaire, comme d'habitude, où ça qu'on commence dans sa jeunesse, où là on voit comment que le père était très dur envers Trump, que c'était vraiment une peau de vache, puis qu'un raciste notoire. Si on aurait vu tout ça, puis tu sais, on n'aurait pas vraiment... Moi, j'aime mieux les biopics qui se concentrent sur des événements, qui met en parallèle des phases précises, parce que ça donne un meilleur éclairage sur l'individu que de voir un biopic étalé sur des années. Tu sais, à un moment donné, des fois, la personne n'a pas vraiment une vie très intéressante, mais il y a une partie de sa vie qui est très intéressante. Puis quand on peut focusser là-dessus, c'est là que le biopic marque des points. Et The Apprentice a vraiment une qualité scénaristique. Il y a les dialogues là-dedans qui font flèche, qui sont rythmés, qui sont intéressantes. On s'ennuie pas dans ce film-là. Le temps que ça passe, là, vraiment, là, il n'y a rien acheté dans ce film-là. On voit vraiment des scènes importantes dans la construction du film. Non, plutôt dans la construction du personnage. À quelque part, le film traite beaucoup plus du sens de la moralité que le parcours d'un individu pour arriver à ses fins. Parce que Roy Cohn, dans le film, l'avocat, interprété par... le nom d'acteur, c'est quoi, non? C'est Jeremy Strong, qu'on a vu dans Succession, qui était excellent là-dedans, mais qui faisait quelqu'un qui avait du pouvoir, ou du moins pensait qu'il y en avait. Puis la personne, finalement, était un plouc. On aimait ne pas l'aimer, disons. Dans ce film-là, Roy Cohn, au tout début, c'est un salaud. C'est quelqu'un d'amoral. C'est quelqu'un qui a des visées, ou du moins qui est extrêmement opportuniste, puis qui est prêt à faire tout pour gagner ses causes. Et on le suit, lui, jusqu'à la fin du film, et dans sa transformation, on en vient à avoir de l'empathie pour lui parce que finalement, la moralité, le fait qu'il n'y a pas de morale, ce gars-là, l'isole. Il devient un homme seul à la fin, puis un homme seul aussi affecté par la maladie. Il meurt du sida, mais pourtant, Roy Cohn a toujours nié le fait qu'il avait du sida, et ça fait partie de son mental, son processus mental, parce que pour lui, fabriquer la vérité, c'est quelque chose d'essentiel pour gagner. On peut fabriquer sa vérité et l'imposer aux autres en répétant des mensonges. Et ça, Donald Trump l'a absorbé. Et encore maintenant, on subit ça de sa part parce que, bon, l'élection américaine, la deuxième, on ne sait pas comment que, présentement, quand j'enregistre cette capsule-là, je ne sais pas encore qui va gagner. Mais même si Trump perd, ben, on va rester pogné avec ce gars-là. Parce que lui, c'est sûr qu'il ne va pas avouer sa défaite. C'est sûr qu'il va nier que cette élection-là a eu du sens puis que les résultats sont probants. On va être pogné avec un maudit problème. En contrepartie, dans le film, moi, ça m'a fait m'interroger sur, coudonc, la fin de Roy Cohn, isolé, reclus, abandonné de tous. Est-ce qu'à quelque part, Donald Trump, c'est aussi un signal ou une projection de qu'est-ce qui pourrait arriver pour ce gars-là? Je le souhaite un peu, mais disons que dans le film, Roy Cohn, à un moment donné, vers la fin, et c'est pas un spoiler, mais il y a une scène qui a été une scène inventée parce que c'est pas mal l'acteur qui joue l'avocat qui a proposé cette scène-là au réalisateur, puis qu'on fait « Ouais, OK, on va faire ça, c'est intéressant comme symbolisme. » C'est qu'à un moment donné, il se fait donner un cadeau. Et le cadeau, c'est du stock. C'est rien. Ça a l'air de quelque chose de prestigieux, mais c'est rien. Et quand Roy Cohn
se fait dire que le cadeau, c'est de la crap, il y a tout quelque chose qui change en lui. Et là, il arrive un gâteau d'anniversaire, parce que c'est l'anniversaire de Roy Cohn dans cette scène-là. Et le gâteau d'anniversaire est un drapeau américain. Puis moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait... Et à ce moment-là, Roy Cohn se met à pleurer, puis se met à shaker, puis se met dans tous ses états. Et cette scène-là est touchante. Et touchante parce que, moi, ça m'a touché parce que je me suis dit, OK, est-ce que l'acteur ou est-ce que le réalisateur, en proposant cette scène-là inventée et en proposant cet état que le personnage a, veut nous montrer à quelque part que Roy Cohn s'aperçoit que, oh shit, j'ai vraiment créé un être ignoble. Puis en voyant un gâteau d'anniversaire des États-Unis, le drapeau des États-Unis, est-ce que ça nous indique qu'à quelque part, on est mal barré, puis il pleure ou il est shaké parce que ce gars-là, Roy Cohn, était un fervent pro-américain. C'était quelqu'un qui a travaillé à chasser les communistes dans la période McCarthyiste, qui était avec McCarthy, qui a fait des poursuites, qui a fait des auditions à des personnes, en les accusant d'être communistes. Puis Roy Cohn était associé avec lui. Et puis c'est quelqu'un aussi il disait tout le temps, moi, mon seul client, c'est l'Amérique. Puis c'est le client le plus important. T'sais. Mais là, quand il voit le gâteau et qu'il se met à pleurer, moi, en tout cas, ça m'a fait dire, ah, OK, là, le personnage vient de se rendre compte là, que ça va partir en couille avec ce gars-là s'il se présente à la présidence. Et c'est pas mal, effectivement, ce qui est en train de se préparer. En tout cas, c'était très intéressant comme ça. Le casting, là, il est impeccable. C'est-à-dire, Sebastian Stan, qui joue Trump, il le joue sans le caricaturer. On voit tellement de personnes qui personnifient Trump, puis que, bon, ils font les gestuels, ils font avec la voix, puis tout ça, puis ils amplifient le jeu parce que c'est une caricature. Là, il fallait pas tomber dans ça. Et l'acteur, il s'en sort très bien parce qu'au tout début, dans son jeu, il en met pas trop. Et même, il fait un Trump un peu gauche, un peu pas sûr de lui-même, maladroit. Et sa stature, comment qu'après ça, le Trump actuel, comment qu'il est, on voit dans le film quand même une certaine graduation. Et c'est vers presque la fin que là, on a une représentation ou une personnalisation. T'sais, il personnifie un Trump qui est proche du Trump actuel, ou du moins celui qu'on a connu depuis les 10 dernières années. Et là, on est un peu sur le cul, là, parce que sans changer sa voix, mais en même temps, il y a son dialecte, sa manière de mettre sa bouche, là, sa manière de prononcer ses phrases dans un certain rythme. C'est exactement ce que Trump fait, mais c'est pas une imitation. Alors là, ça, c'était un tour de force. Puis en même temps aussi, Sebastian Stan, c'est un beau mec. Là. Puis il joue quelqu'un que, excusez-moi, mais il est pas très beau dans la vie. Même dans le passé, il avait l'air d'un golden boy, mais c'est quelqu'un qui s'est magané. Là. Puis il joue son évolution, même physique, de manière très convaincante. D'ailleurs, le côté physique, on voit un peu dans le film la transformation de Trump qui était quand même assez en forme au début, mais après il se relâche. Puis il y a une scène avec le médecin que tu vois dans la mentalité de Trump qu'il s'est implanté un mantra de dire jamais avouer que j'ai des torts, jamais montrer que j'ai pas une bonne santé, une bonne hygiène de vie. Là. Si t'es pour, je veux une solution concrète, si c'est pas des pilules, ça va être une liposuction. Puis la scène de liposuction, c'est comme un peu une scène de Frankenstein. Là. T'as un monstre sur une table, puis après ça, il va devenir un monstre court. Là,
Fait que ça, c'est intéressant dans le film. D'ailleurs, le traitement du film qui est fait de manière comme un documentaire, comme si c'était du footage, ou du moins un style de cinématographie propre au documentaire de ces années-là. Moi, j'ai embarqué là-dedans. Je pense que ça a été quelque chose qui a rebuté le public américain, ou du moins les gens ont mal accepté ce format-là. Mais pourtant, ça marche très bien, puis ça nous fait une immersion quand même très bien dans tout ça. Moi, tu sais, c'est sûr que le style documentaire avec caméra, des fois, on peut penser que le budget n'est pas là, que faire ces scènes-là, c'est un peu facile parce que effectivement, eux autres ont eu des problèmes de budgéter ce film-là, mais ça paraît pas du tout. Ça paraît pas du tout. Le film, les emplacements de production, de tournage, s'il y a des choses qui ont été ajoutées par ordinateur, ou du moins si la direction artistique, décor, puis tout ça, tout marche bien, tout est crédible. Là. On est vraiment dans ces années-là. Puis dans ce style de cinématographie-là, ben moi, j'étais vraiment dedans. Là. Tu sais, je voyais un personnage qui vivait dans ces années-là. Puis ce qui me fait interroger sur le manque de succès d'auditoire ou dans le box-office, parce que quand même, il est sorti à Cannes, il y a eu une très bonne réception, mais il y a eu de grosses difficultés de distribution aux États-Unis parce qu'évidemment, on sait bien qu'il y a pas mal de gens qui ne voulaient pas que ce film-là, premièrement, se fasse, mais aussi qu'il soit bien distribué aux États-Unis. Et oui, je pense que ça a été une des causes pourquoi que ça n'a pas eu un tel succès. Mais moi, je pense qu'à travers ça, et puis je l'ai vécu personnellement, c'est un peu au tout début, ah non, pas un film sur lui, tu sais, comme une espèce de fatigue, parce que là, moi j'ai hâte que l'élection finisse, mais tu sais, j'ai hâte que toute cette histoire-là avec ce gars-là finisse un jour, tu sais. Et là, de voir un film sur lui, à ce moment-ci, c'était peut-être la goutte de trop, mais en tout cas, si vous avez la chance de voir ce film-là avant le 5 novembre 2024, c'est très éclairant. Après, ben, espérons que ça va être comme une signature de film qui aura exposé quelqu'un que finalement, dans l'histoire, il joue plus son jeu. Mais en tout cas, moi, je pense pas. Je pense qu'on est vraiment pogné, ce gars-là, pendant plusieurs années, s'il ne tombe pas malade ou s'il n'arrive pas la bad luck que certains souhaitent tous, là, mais qu'il ne faut pas souhaiter non plus. C'est pas gentil, là. Pas gentil de faire ça, non. Alors, The Apprentice, c'est un film à regarder pour ceux qui aiment, oui, les biopics, mais c'est un très bon film, bien structuré. Et puis, peut-être un jour, on va voir un film sur la carrière politique de Trump. Il va peut-être arriver des choses qui vont être difficilement acceptables à voir, ou du moins qui vont tellement être incroyables qu'on va se dire tabarouette aussi, quelle sorte d'époque qu'on a vécu. Ça, j'ai hâte de voir ça, mais ça risque pas d'être pour l'instant. Ceci dit, partagez cette capsule-là, si vous pouvez la faire partager à plein de monde. Puis après ça, si les Américains comprennent le français puis qu'ils disent « On va aller voir ce film-là, du père optique, il a dit que c'était bon », ben tant mieux. N'oubliez pas, vous posez un like, puis vous donnez un commentaire. Puis ben là, vous suivez aussi mes médias sociaux, Facebook, Instagram. Je vais commencer à filer ça un peu. Mais Facebook, je pense un petit peu plus là-dessus. Sinon, on se donne rendez-vous pour la prochaine capsule. L'Halloween s'en vient. Il va sûrement avoir de quoi qui va parler de ça. Ça fait qu'attachez vos trucs. On va recommencer un autre hyper optique avec des films qui vont faire peur.